La prévalence d'agressions sexuelles chez les hommes, elle est sous-évaluée. Les hommes qui viennent consulter parce qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles, c'est un portrait qui est très varié. On sait, c'est ce que la littérature dit aussi, que les hommes viennent consulter à un moment critique de leur vie. Ce qu'on va voir dans ces cas-là, c'est à peu près, ça peut être polarisé, c'est des gens qui vont craindre un peu le moment où ils vont nommer ce qui leur est arrivé, puis bon, c'est l'éloge de la lenteur, on doit leur laisser le temps. On doit leur laisser le temps d'arriver à ce qu'ils ont envie de dire. Et il y en a qui arrivent et qui on va peut-être être la première personne à qui ils en parlent et qui vont vouloir tout de suite là, ouvrir sur ce sujet-là. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment un conseil de base, mais qui est, je pense, fondamental. C'est qu'il faut que la personne se sente accueillie. Donc, tant par les lieux, tant par le message, donc par la façon, voir c'est quoi ses besoins, d'expliquer en quoi ça va pour mettre un cadre doucement, mais pour que la personne se sente rassurée, se sente aussi qu'elle est en de bonnes mains. Donc ça, c'est la base. Puis, faut pas forcer non plus le lien. C'est comme je vous dis, il y a des gens qui vont tout de suite vouloir parler des agressions sexuelles, et c'est correct. Et il y en a d'autres que ça va prendre beaucoup de temps, puis c'est de respecter, puis de normaliser. Ce que moi, j'observe souvent, c'est la honte, la culpabilité, l'impuissance. Elle est vraiment là, souvent. L'injustice, le dégoût, hein. Je peux arriver d'être quelqu'un qui est en train de vivre des reviviscences très intenses, hein, qui est dans un inconfort physique permanent. Et là, on leur dit que ils n'ont pas, par exemple, monté 30 ans, 20 ans de mécanismes de défense et on peut pas prendre 3 jours pour défaire ça, ça va prendre un certain temps. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont le temps et qu'ils ont envie de prendre le temps. C'est des hommes qui viennent pas du tout pour ça. Même des fois, ils ignorent qu'on peut les soutenir en lien avec les agressions sexuelles vécues. Et ils viennent pour nous dire, j'ai des problèmes anxieux, je suis en burn-out, j'ai des problèmes de toxico, des problèmes au niveau de la sexualité, mettons, consommation de pornographie, isolement, problèmes. Et là, à l'évaluation, on découvre qu'ils ont été agressés sexuellement dans l'enfance ou l'adolescence. Et là, c'est un peu à nous, après ça, à leur faire comprendre qu'il y a probablement des liens là, avec ce qu'ils vivent, ce qu'ils énoncent comme symptômes et ce passé traumatique-là. Des fois, la première réaction de l'homme, c'est de dire « Ah non, je ne veux pas faire ça, moi, j'ai passé par-dessus, je suis rendu ailleurs. » Alors, notre travail, des fois, comme intervenant, c'est de faire comprendre à l'homme ce lien-là. On ne peut pas enlever du tout de l'équation que bien qu'on en parle beaucoup plus de l'agression sexuelle, la victimisation des hommes, ça reste un concept qui est pour le grand public assez nouveau. Nous, on sait que c'est pas nouveau, nous, on sait que ça a toujours existé, mais pour les gens qui appellent, qui consultent, ils s'attendent à ce qu'on ait un peu la même réserve qu'on a peut-être déjà eu de prime abord avec eux. La colère, elle fait partie du processus. Donc la colère, oui, elle peut être impressionnante. Moi, je pense que faut garder en tête, leur demander de garder une distance avec nous, hein, physiquement, s'ils ont besoin de se lever dans le bureau, de faire les 100 pas. Ça se peut qu'ils lèvent le ton. Il faut se rappeler que ce n'est pas dirigé envers nous. Il y a une réalité là, de bureau, bien sûr. Si on est dans une place avec plein d'autres personnes, on ne peut pas se mettre à hurler non plus puis inquiéter tous les gens. Mais moi, comme thérapeute, je trouve ça important de dire « J'entends puis je la comprends votre colère, mais il faudrait juste baisser un petit peu le ton parce que on voudrait pas inquiéter les autres, mais j'ai envie de vous entendre. » Et c'est pas dirigé entre l'intervenant, mais parfois, c'est le système qui l'a mis en colère. Il a perdu confiance dans le système, il s'est pas senti protégé, il s'est peut-être fait fermer 3-4 portes aussi avant de recevoir de l'aide. Donc, ça se peut qu'il y ait de la colère. Donc, c'est toujours de normaliser, puis d'accueillir, puis de comprendre aussi, puis de le laisser s'exprimer sur ces éléments-là qui va aider. Parfois, il y a l'arrogance aussi, c'est drôle à dire, mais il y a des gens qui vont être méfiants, donc qui vont utiliser des mécanismes. « Hey, je vais te confier, probablement encore là, je dis la pire histoire de ma vie, je peux-tu te faire confiance? C'est quoi tes compétences? Moi, j'en ai vu plein des gens qui ont essayé d'aborder ces éléments-là. Qu'est-ce que tu vas faire de différent? » Donc, encore là, qu'est-ce qui est en dessous de ça? Donc, c'est important, encore là, d'aider les intervenants à pas voir ça comme de le prendre personnel, c'est drôle à dire, mais de juste le voir comme un symptôme en lien avec les agressions sexuelles. À partir de ce moment-là, ce qu'il faut préconiser, c'est l'accueil et l'écoute. Et moi, dans mon engagement, je vais écouter, je vais être là, je vais supporter, puis j'hésite pas. Moi, je préconise de dire, moi, c'est pas un sujet avec lequel je suis à l'aise ou je me sens peut-être moins compétent là-dedans, mais moi, je vais t'accompagner à trouver quelqu'un qui est compétent là-dedans parce que c'est important qu'il t'en parle. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'avoir une réaction, qu'elle soit verbale ou non verbale, qui va indiquer probablement encore une fois à cette personne-là qu'elle aurait dû se taire.
L'agression sexuelle, plus de 70% des gens développent un trouble de stress post-traumatique et ça prend des ressources spécialisées avec une formation spécialisée. Alors, si moi, je travaille en violence conjugale, si je travaille dans des groupes d'aide en général pour les hommes, si je travaille en consommation, je suis là, je vais accueillir cette réalité-là. Il ne faut pas que j'hésite à poser des questions, à m'intéresser, mais c'est important de référer rapidement en clinique spécialisée parce que c'est vraiment un traitement qui demande une extrême précision. Ce premier contact-là peut faire en sorte que la personne ne consultera plus jamais. Donc, il faut vraiment être dans l'ouverture avec eux. C'est important de se rappeler qu'on ne pose pas de questions sur un trauma, à moins d'avoir besoin de la réponse. Mais il faut donner le temps à la personne. Il faut donner le temps qu'elle nous fasse confiance, qu'elle trouve les mots pour nommer les choses qui sont très difficiles. Puis il faut laisser, particulièrement avec les hommes, leur laisser la capacité d'illustrer ce qu'ils ont vécu de la façon dont ils le veulent. Donc, éviter parfois de vouloir revenir trop rapidement à notre processus d'évaluation ou parfois à notre questionnaire. Ça, c'est à répéter ad nauseam, que leur vision, leur calcul de « j'utilise mes yeux de 45 ans » pour évaluer une situation où j'avais seulement mes yeux puis ma tête de 4 ans ou de 15 ans pour évaluer, c'est complètement faux et c'est très injuste. Ils sont exigeants, ils oublient qu'ils n'avaient pas les connaissances qu'ils avaient à ce moment-ci de leur vie pour évaluer ce qui se passait. Puis ils vont aussi venir se juger par rapport à ce qu'ils trouvaient important ou pas à ce moment-là. Par exemple, si j'ai un patient qui me dit « Je peux pas croire, c'est de ma faute, j'ai envoyé le mauvais message, je peux pas croire que je me laissais faire pour un popsicle. » Bien, quand tu as 3 ans, 4 ans, un Mr. Freeze, là, c'est important. Mais c'est sûr qu'à 45 ans, je peux trouver ça vraiment, vraiment, vraiment très stupide. Mais la réalité, c'est que j'avais 4 ans. Une bonne manière d'aider les hommes à comprendre qu'ils ne sont pas coupables, ça peut être aussi de les ramener avec leurs lunettes d'enfant. Ils voient ça comme adultes, mais soit de manière théorique, leur dire, comprendre qu'un enfant, c'est dépendant des adultes autour d'eux, qui n'ont pas complété leur développement cognitif, intellectuel, qui ne connaissent pas les lois, qui ne connaissent pas la sexualité. Ou tout simplement de leur dire « Mais toi, si ton enfant, ça lui arrivait, ton neveu, ça lui arrivait, est-ce que tu dirais que c'est de sa faute s'il y retourne? » Tout de suite, l'homme va dire « Ben non, ça n'a pas de sens. » Alors des fois, c'est des petits trucs comme ça qu'on peut utiliser pour ramener l'homme à dire « Ouais, non, je ne suis pas coupable. Il y a des raisons pourquoi j'y retournais si tel était le cas. » Il faut avoir du respect pour ce qu'on génère chez eux et respecter aussi parfois les mécanismes de défense qui vont s'installer. Il ne s'agit pas juste de dire là, vous êtes défensif à cause d'X, Y, Z. Non, on est intrusif. Le format peut être intrusif par moment. Donc, il faut leur laisser le temps le temps de s'acclimater et leur donner d'emblée le droit de nous dire « ça va trop loin ». Avec des paroles ou avec un geste, je me sens pas prêt à aller là-bas. Pourquoi on travaille ça? Où tu t'en vas avec ça? Mais ils ont besoin d'avoir du pouvoir dans cette démarche-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Il y en est de même avec la nomenclature, survivant, victime. C'est quelque chose qui est là souvent. J'ai bien sûr une opinion personnelle là-dessus qui est, selon moi, peut-être peu importante. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on laisse la personne se nommer comme elle le sent. Ce n'est pas notre rôle de définir ça. Il y a beaucoup de gens, justement, aussi, qui vont aller chercher de l'aide puis qui vont faire passer par le même processus. Au début, plein de nouvelles informations, ils vont faire des liens avec, justement, leur comportement, les agressions sexuelles. Et après ça, il va y avoir une certaine phase de « Ah, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? » On rentre dans des sujets des fois un peu plus difficiles où la personne... Donc, il y a une certaine résistance. Encore là, comme je disais tantôt, c'est normalisé là, même de le dire d'avance. « Hey, ça se peut que tu sois là. » C'est normal, ça fait partie du processus. On l'oublie souvent. Je pense que le concept de relation d'aide, le mot relation est fondamental dans ça. Ça reste une relation professionnelle, mais vous allez quand même développer une certaine relation avec cette personne-là. Et cette relation-là est un outil aussi d'intervention qui va être très utile parce que la base d'une agression sexuelle, c'était justement, c'est un traumatisme dans cette relation-là ou dans une relation avec une personne soit significatif ou soit non significatif, mais quand même à la base, c'est quand même une relation. Et de travailler cette relation-là sans parler d'absolument rien en lien avec les agressions sexuelles, c'est déjà d'aider cette personne-là. Des fois, il faut vraiment amener les hommes
à comprendre que ce qu'ils ont vécu avec une femme, c'était de l'agression. C'est pas juste quelque chose de désagréable. Puis moi, il y a un truc que je fais, des fois, j'ai des hommes qui se demandent même s'ils ont été agressés. Ils viennent nous voir et disent « Ça, là, ce que j'ai vécu ou ce que je vis même comme adulte avec ma conjointe, est-ce que c'est des agressions sexuelles? » Moi, j'ai trouvé un truc qui marche à tous les coups. Je leur dis « Si tu faisais vivre ce que la femme te fait vivre à une autre femme, ou si une femme se plaignait de ce que toi, tu es en train de vivre, est-ce que tout de suite, on penserait que cette femme-là, elle est victime d'agression sexuelle? » Et les gars disent « Ben oui, c'est évident. C'est sûr qu'on dirait que cette femme-là se fait violer. » Je dis « Ben, tu as peut-être ta réponse. » Pour les ressources ou les gens qui ne sont pas en clinique spécialisée, ce qui peut être intéressant, c'est... Il y a deux cas de figure. Hein. On peut poser la question directement selon notre contact, l'alliance qu'on a avec la personne. Sinon, moi, je pense que le prétexte de l'enfance peut être une bonne façon de l'apporter. On en a des clients qui leur agression sexuelle n'est pas arrivée à l'enfance, c'est arrivé à l'âge adulte, ils n'en ont pas eu à l'enfance. Moi, j'en ai personnellement en ce moment dans mes clients, mais la majorité, souvent, c'est à l'enfance. Donc, leur demander tout bonnement comment ça s'est passé leur enfance, comment est-ce qu'ils ont vécu leur enfance, leur adolescence, est-ce qu'ils se sont toujours sentis protégés? Est-ce qu'il y a des événements de vie qui les ont marqués? Puis on peut donner plein d'exemples du décès d'un proche, un deuil, un accident, puis emmener aussi de vivre des agressions sexuelles. Puis d'être à l'écoute aussi de ce qu'ils vont dire. Hein. Alors d'emblée, peut-être que quelqu'un pourrait nous dire non, pas du tout. Puis à un moment donné, quand dans notre évaluation, on fait un peu l'historique sexuel de la personne ou des relations de couple, bien là, on va entendre par exemple que leur première relation sexuelle, ça s'est passé quand il y avait 13 ans avec la voisine de 35. Et là, nous, on sait que c'est une agression sexuelle. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas tout de suite s'arrêter puis de nommer, bien, vous savez que c'est une agression sexuelle puis d'être trop confrontant là-dedans, mais plus leur demander ce qu'ils en pensent de ça. Souvent, ils vont d'eux-mêmes nous demander pourquoi on leur demande ça, puis là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de leur nommer ça. Tout en gardant en tête, et ça, je trouve ça super important, que le concept du consentement a beaucoup évolué à travers les années. C'est quelque chose de très, très important. Remontons que 10 ans en arrière, il y avait plein d'éléments qu'il n'y avait pas là-dedans, qu'on ne considérait pas, qu'on sentait déplacé, qu'on trouvait énervant, mais qu'on n'aurait pas associé à un manque de consentement. Et donc, c'est important de leur présenter ça, mais pas pour dédouaner ce que la personne a fait, mais plus pour leur dire que c'est normal, valider, normaliser le fait qu'ils n'ont peut-être pas mis des mots sur ça. Alors, toujours les ramener à comment ils se sentent émotivement. Par rapport à la pertinence d'évaluer les clients en lien avec les agressions sexuelles, moi, je recommanderais de le faire systématiquement avec tout le monde, même s'ils ne viennent pas pour ça. Au pire, ils vont dire non, puis on passe à d'autres choses, c'est tout. Ça prend quelques secondes. Donc, le fait de le nommer, on voit aussi l'importance. Ça fait réfléchir. Il y a des hommes, même c'est arrivé des fois que des hommes nous ont menti à la première évaluation, puis sont revenus plus tard nous dire « Oui, c'était vrai, je t'ai menti, parce que je ne voulais pas en parler. Mais maintenant, je comprends que c'est important, puis je reviens, puis je vais en parler. » Comment on fait pour évaluer ça? On le demande simplement. C'est sûr qu'on peut-être pas la première question. Hein, on passe sur d'autres questions peut-être moins confrontantes. Je le demande toujours de deux façons. D'abord, je dis, est-ce que toi, dans l'enfance ou l'adolescence, tu as vécu de la violence sexuelle ou des agressions sexuelles? C'est ma première façon de le poser. Si le gars me dit oui, bon, je lui dis, je ne vais pas nécessairement dans les détails. Je n'ai pas besoin à ce moment-là d'aller dans les détails. Je vais me dire, peux-tu me dire l'âge, qui était là ou les agresseurs? Bon, c'est juste faire un petit portrait. Puis lui demander, est-ce que c'est important pour toi d'en parler? Est-ce que tu fais des liens avec ça puis avec ce que tu vis? Bon, brièvement. Si, à ma façon de dire ça, le gars dit non, je vais poser une deuxième question. Je vais dire, quand tu étais mineur, donc avant l'âge de 18 ans, est-ce que tu as eu des relations sexuelles avec une personne qui était adulte ou qui était âgée de plus de 5 ans de toi? Et là, ça se pourrait que la réponse change, qu'on me dise oui. C'est vraiment primordial d'aborder ça parce que
On sait, les données de recherche montrent bien que les hommes consultent peu, consultent tardivement. Ils sont réticents à la demande d'aide. Puis quand on les pogne, il faut en profiter. OK? Alors, ils sont là pour un 45-50 minutes devant nous. Allons-y, all-in. OK? Posons les questions qu'on a à poser à ces hommes-là. Et pour montrer que c'est important, puis quand on connaît la prévalence ici de l'agression sexuelle dans la population, c'est sûr qu'on va tomber. Moi, des fois, puis c'est peut-être choquant comment je vais le dire, là, mais j'ai bien plus de chances dans ma vie d'intervenant professionnel, dans ma vie professionnelle, de tomber sur un homme qui a été agressé sexuellement que sur un homme qui va commettre un homicide. Et pourtant, on va même, souvent avec les hommes, toujours évaluer le risque suicidaire et homicidaire. On ne se gêne pas d'évaluer le risque homicidaire chez virtuellement tous les hommes qu'on rencontre. D'un coup que... Alors, si on fait ça pour l'homicide, c'est d'autant plus important de le faire pour l'agression sexuelle. Donc, on nomme c'est quoi les avantages qu'on connaît bien sûr de porter plainte. C'est quoi les difficultés aussi qu'il y a de porter plainte. C'est quoi des fois justement aussi les limites du système. Donc, on amène justement la personne à prendre une décision éclairée. Peu importe le chemin qu'elle prend. Si elle décide après ça de porter plainte, on va l'accompagner là-dedans. Si après ça elle décide de ne pas porter plainte non plus, on va l'accompagner là-dedans.